landmarks out in any way? Well, we don't speculate about when we'll introduce legislation. But I'm trying to understand if you will. Is this even on the government's priority list anymore? You'll have to talk to the minister about Who, but we don't know which minister is responsible. It could be the Minister of AI. It could be the Minister of Justice. Right. I mean, you're the House Leader. Do you know who the minister responsible is for this? It was the Minister of Heritage in the last Parliament, and I'm sure that that's going to be the place it continues to reside. Quel projet de loi est-ce que vous espérez faire adopter d'ici le 20? Quel que je Quel préfère? projet de loi voulez-vous? Ben, si vous voulez me dire lesquels vous préférez, ça marche, là. Comme Mais choisir entre ses enfants, on ne peut pas faire ça. Lesquels vous attendez-vous à réussir à faire adopter? Ben, je pense qu'on a été très clair sur le projet de loi sur l'économie canadienne. Donc, Are you prepared to sit over the summer if Bill C-5 doesn't pass by the time the House rises? well, I don't like to answer hypotheticals, but suffice to say that's a very, very big priority of the government. But why try to fast track it, given the amount of concerns, given the fact that there is no committee to necessarily study this legislation yet? This bill on the Canadian economy, on one Canadian economy, is a priority. We discussed it in the election campaign, secured a mandate to implement this legislation, discussed it with the premiers and the territorial leaders, and it's a very real priority in response to an urgent set of economic circumstances. But there are opposition parties that want it studied, that want you to take time with it, and the AFN is voicing big concerns, so why not take more time with it? Look, we're obviously very responsive to all commentary, but this is a priority of the government. We have a mandate to move forward. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à limiter le temps des débats? Vous avez vu le calendrier, là? Est-ce qu'il y a assez de temps, premièrement? S'il n'y a pas assez de temps, est-ce que c'est une option? Moi, je commenterai jamais comment on travaille avec les oppositions, mais il suffit de dire qu'on travaille en collaboration avec eux et on verra ce qui s'ensuit. Si les F-35 coûtent trop cher, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de les fabriquer au Je vais juste Canada? vous dire un instant, ça me fait plaisir de vous voir. First and foremost, I would like to say yesterday was an important announcement, not only to protect our men and women that are, securing Canada and participating in different missions around the world, but also it was important to create jobs at home, particularly in the steel and aluminum sectors and the different industries that are related to defense. So looking forward to working on a new defense industrial policy together with my colleagues. Donc, ça me fait plaisir de travailler de concert avec mes collègues sur les investissements en défense qui ont été annoncés hier. L'objectif que le Premier ministre a annoncé non seulement est de protéger notre souveraineté, protéger les hommes et les femmes qui, à leur tour, nous protègent, mais aussi, en même temps, c'est de créer des emplois ici, chez nous, dans nos différentes industries, que ce soit dans l'acier et l'aluminium ou dans le secteur de l'aérospatiale ou encore dans le secteur de la construction de navires. Donc, ça me fait plaisir de travailler avec mes collègues sur une nouvelle politique industrielle de la défense. Si les F-35 coûtent trop cher... Sur les tarifs qui sont imposés à l'aluminium, où est-ce qu'on en est? Donc, présentement, c'est sûr que notre objectif, lorsque vient la question des tarifs qui ont été imposés contre l'acier et l'aluminium canadien, premièrement, on veut protéger notre marché domestique. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'accepte pas des méthodes qui sont injustes de la part de pays qui essaieraient de faire rentrer leur acier au Canada. Donc, bref, on est contre toute forme de dumping. L'autre chose aussi, lorsque vient la question de l'acier et de l'aluminium, c'est sûr que notre objectif, c'est de se défendre et bien entendu d'avoir des contre-mesures fortes. Je suis en discussion avec mes collègues et le Premier ministre sur ces questions-là. Les décisions vont être prises rapidement. Si les F-35, juste sur les F-35, non, juste sur les F-35, c'est pour moi les F-35. Non, mais vous êtes l'approvisionnement. Access steel that we may not be able to use, that we may not be able to produce domestically for defense. Sorry, can you... Where may Canada be looking to procure steel that we may not be able to produce domestically for defense? Sorry, start again. I couldn't hear the beginning of your question. Some specialized metals needed for defense. We may not be able to produce domestically in Canada. Where would Canada source those? So we're having conversations with businesses directly on that because many of the different steel plants in Canada are willing to start new types of lines of business. So we're willing to have these conversations. We're willing to participate in financing some of these new activities, and these are part of the active conversations we're having. That's why I met with all the steel CEOs. Est-ce qu'on devrait construire les avions de chasse au pays? Monsieur Champagne, est-ce qu'on devrait construire
est-ce qu'on devrait construire les avions de chasse au pays si les F-35 coûtent trop cher? Est-ce qu'on devrait laisser tomber ce contrat-là avec les Américains si ça coûte trop cher, les F-35? Il y a une chose qui est claire, c'est qu'hier, l'annonce qu'on a faite, une annonce importante pour notre souveraineté. Puis c'est une bonne annonce pour l'industrie canadienne, une bonne annonce pour les travailleurs en matière de défense. On l'a toujours dit qu'on veut favoriser. Vous savez, on va utiliser ces dollars-là de façon intelligente pour favoriser les entreprises chez nous. Et maintenant, sur différents programmes, ça sera à voir ce qu'on peut faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que derrière ces investissements-là en défense, les gens comprennent à la maison, ça va être un moteur industriel. Moi, j'ai dit, il faut que chacune des compagnies au pays pense à avoir une stratégie défense, s'ils ont une solution, s'ils ont un produit qui peut servir, évidemment, à aider à la souveraineté du Canada. Par exemple, aider nos collègues aussi de l'OTAN. Donc, quand on a parlé aux différents acteurs de l'industrie, il y a comme une redéfinition maintenant. Les investissements en défense vont être importants, non seulement au Canada, mais dans les pays de l'OTAN. Et c'est une opportunité, je pense, pour les entreprises de chez nous de voir quelle est leur stratégie défense en matière de solutions, en matière de Mais est-ce qu'ils vont laisser tomber le contrat avec les F-35? Why did you sneak in provisions in a fourth clause to protect political parties from privacy? Well, I would say it's in the bill, so I don't accept the premise. It's in the bill. It's very public. Has nothing to do with the tax Well, but yet. it's very public, you know. So Why is it in there? Why is it in there? Well, because it's in the bill. Well, why is it in there? And I would Why did say someone put that provision in because the you bill? want to have a national standard when it comes to that. You don't have to have provincial jurisdiction on every aspect of this. You want to have a federal system that would regulate across the nation, and I'm sure Canadians understand that. Est-ce que les avions de chasse devraient être fabriqués au Québec si jamais les F-35 coûtent trop cher? Est-ce que vous devriez parler soit à mon collègue à l'approvisionnement ou mon collègue au ministère de la Oui, Défense? vous représentez le Québec, vous êtes lieutenant du Québec. Cela étant, je pense que ce qui est clair, c'est que nous allons chercher à travers ces investissements importants-là à s'assurer qu'il y ait des retombées économiques importantes partout au pays. Alors, d'un bout à l'autre du pays. Donc, au Québec, ça peut être intéressant pour Québec. C'est certain. Écoutez, il y a déjà une industrie aérospatiale très importante au Québec. Il y a plusieurs entreprises qui sont dans ce secteur-là qui pourraient bénéficier, mais on n'est pas en train de dessiner sur une carte combien va aller où. Mais c'est clair qu'il va y avoir des bénéfices économiques et des bénéfices pour l'emploi pour l'ensemble du pays. Mais si ça coûte trop cher, les F-35, est-ce que vous pensez qu'on devrait les faire aux États-Unis? Là, vous entrez dans un champ de compétences qui n'est pas le même. Mr. Gilbo, do you have a response to Premier Smith's comments that you would somehow use your authority over Parks Canada to impede pipelines and other energy infrastructure? Well, if you look at our platform commitment, we said that we wanted to create 10 new national parks, 10 new marine protected areas, and 15 new urban parks, national urban parks. All of these are done in collaboration with Indigenous people, with provinces and territories, municipalities, and local organizations. There's no imposition of national parks or urban parks that is done by the federal government. That might have been the case 50, 100 years ago. That's not how we do things today. And in fact, I mean, national parks are so popular in Canada. Parks Canada is one of our most revered emblems that we've decided to make them free this year. And one of the proposed national, I believe, watersheds is in the Hudson Bay area near the port of Churchill, Manitoba. Are you worried about how that watershed might affect some of the infrastructure and some of the nation-building projects that have been planned through the port of Churchill and the Hudson Bay? I think it's very early on to start talking about, there's not even a project yet, so it's very early on to talk about potential impacts, but obviously all of the necessary studies will have to be done to ensure that it's done properly. Est-ce qu'il y en a un qui traverse un parc? Est-ce qu'il y en a un qui traverse l'Alberta dans la liste que vous avez ou dans les propositions? En fait, la façon de créer de nouveaux parcs nationaux, que ce soit des parcs nationaux traditionnels ou des parcs urbains, par exemple, c'est en collaboration avec les peuples autochtones, les provinces, les territoires, les municipalités dans le cas des parcs nationaux urbains. Il y a l'époque où le gouvernement fédéral décidait, regardait sur une carte et disait « Nous, on va faire un parc ici », une époque qui est révolue. C'était le cas il y a 100 ans. Mais est-ce qu'elle s'en sort de son chapeau, Mme Smith, ou c'est qu'il y a une proposition peut-être sur la table en Alberta ou il y a quelque chose qui est étudié? Il y a des projets de parcs nationaux un peu partout à travers le pays. Dans certains cas, parcs qui travaillent depuis des années, voire dans certains cas, plusieurs décennies. Mais encore une fois, ce sont des projets qui se font en partenariat. Avez-vous l'impression que vous êtes son bouc émissaire favori, Mme Smith? Je pense qu'elle m'aime beaucoup. Merci. I think I have to go. Sorry. Les Québécois vous accusent d'avoir rasé C-5 pour faire passer des pipelines, pouvoir se donner le droit de passer des pipelines au Québec sans le consentement des provinces. Vous en dites quoi? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent.
Et j'étais très claire d'ailleurs hier soir, alors ce n'est pas ce qu'on fait. Oui, mais dans le phrasé du projet de loi, êtes-vous en faveur? Mandate. What does the Ministry of AI actually do? Great question. Do you know? Do you have an answer to that question? Well, I just gave a speech to Canada 2020 on it, which, by the way, I'd love you to check out. So I outlined part of our key priorities: building scale, scaling our champions, driving adoption, driving, obviously, trust, and building sovereignty. So as I outlined in the speech, those are kind of the key parts of our mandate to use AI, digital, and digital innovation. Are you going to be doing anything with the Online Harms Act? Is that going to be part of your mandate? Up for debate, but probably, yeah. What about the spending in defense? Is defense spending part of your mandate? You know, considering how essential IA is. I would say that the announcement yesterday to meet 2% this year is critical, and AI and cyber will play a critical role in defense, and we'll be working really closely with the defense. With AI coming in, how many jobs do you expect would be cut in the public sector that we wouldn't need anymore with AI? I don't think that's the framing I would put it on. I think what That's the framing of Mr. Carney, though. Yeah, I think that it's not that AI is, quote unquote, we're not swapping jobs, we're finding productivity. And as Joel Lightbound, you'll hear from the Minister of Transformation about how government currently is using AI and how it will be used. But there will be job cuts, though. Yeah, that's not I'm not in that where I don't do the government transformation. No, it's not that I don't think about it. I think with every technology, and you look at, for example, in AI or any digital technology, there's lots of new jobs are created, and jobs shift, and that's going to happen for sure with any new technology. We need to harness natural gas from places like Alberta to scale up. I do think that Canada's got real competitive advantages in terms of energy, and you're right, digital AI technology is really dependent on energy, access to energy, and those two things go hand in hand. So that includes cheap and abundant fossil fuels? Well, as the Prime Minister said, we have the potential with conventional and non-conventional energy, and we're going to take advantage of all those competitive advantages for sure. Digital government, is that a public service or is that? Yes. Obviously, I want to begin by commending the Auditor General for her work. She's made a number of significant recommendations for improvement. We've taken close note of those recommendations. Some of those are already being acted upon by the department. And obviously, we look forward to moving forward and improving the situation, particularly when it comes to transparency. We saw yesterday, I think, probably one of the most important investments in national defense in the last 75 years. Very significant investments where we hope they count, which is going to be at the very, very essential levels. For example, we're going to be looking at kit for our soldiers. We're going to be looking at housing and health care. We're going to be looking at Wi-Fi. We're going to be looking at munitions and supplies. We're going to be looking at the human resources applications that are being conducted by the department and the Canadian Armed Forces. So we're going to get down to the very brass tacks, working with our brave women and men in the Canadian Armed Forces. That's where a lot of the initial investment will be, of course, including a 20% pay increase. Are you concerned that the F-35s are overpriced and are not being delivered on time? And they are, even the U.S. Air Force has said they are really, really expensive. I've just come back from a NATO meeting where I believe 30 of the 32 NATO partners are participating in the F-35 program. They have participated since the beginning, some of whom have had significant industrial benefits. We've had our share of those. I think right now what we're seeing as we've looked at the Auditor General's report, a number of factors are at play here. And all of our NATO partners are affected by these factors. One was inflation. Obviously, we've seen an inflationary pressure on materials, logistical chains, supplies, construction, engineering. The second was, of course, the pandemic. And not only was Canada deeply affected by the pandemic and the United States, but every participating NATO partner has had to contend with the forces that the pandemic played on the entire acquisition and development of the F-35. Are you open to reviewing it? Are you open to... Est-ce que les F-35 en valent encore? The department was asked to conduct a review, and they are in the middle of that review, and I think they said just a few days ago
that they intend to make that review public sometime over the summer. The review of the F-35 contract, is that what you're... En français, M. McGuinty, est-ce que les F-35 en valent encore le prix? Écoute, on est en train de revoir tout ce que la vérificatrice générale nous a dit. Les recommandations, on les poursuit. Il y en a déjà, la mise en œuvre a déjà commencé. Il y a du progrès à faire. On est en train de voir, on a déjà acheté 16 avions de chasse F-35. On en prend la livraison au mois de janvier. Mais est-ce que ça va nos pilotes, 88 à ce prix-là, d'après vous, est-ce que ça va influencer votre décision, le prix? Nos meilleurs pilotes commencent leur formation. Ils vont être, ce sont des avions qui vont être les nôtres. Donc, on va de l'avant. On attend évidemment la revue qui a été effectuée par le ministère. On va voir pendant l'été. Apparemment, ça va être déposé. Donc, c'est une question de prendre ça étape par étape. Mais hier, on a lancé pour la première fois depuis 75 ans l'investissement le plus significatif depuis 75 ans au Canada. Au Canada, dans le programme de F-35, est-ce que ça nous rend complices de ce qui se passe à Gaza, étant donné qu'il y a des F-35 qui bombardent la population de Gaza? Non, je ne crois pas. Je pense que la question de la guerre israélienne-Gaza est à part. Si les Israéliens se fiaient sur des avions de chasse de la Suède ou de la France, ça sera la même question, la même réponse. Donc, on prend ça en mesure, on voit les recommandations de la vérificatrice générale et on continue notre travail. Why does this fiasco keep happening? It's decades of a fiasco on fighter jets in this country. Decades of, we thought it was going to cost X, it turns out it's going to cost Y. Should we buy them? Should we not? Why does this keep happening? This is a multinational partnership. There are many countries that are participating in the F-35 development, engineering, industrial benefits, construction. We are all in this F-35 project right now. It is a fifth-generation fighter jet at a time when the world is looking for fifth-generation fighter jet capacity right across NATO. I've just come from the meetings, and people are deeply concerned about what's happening, for example, in Russia and Ukraine. And so right now, we're taking the time we need to evaluate not just the Auditor General's important report. We accept her recommendations. We're going to be moving to implement them. Some we've already begun. But we're also waiting to see what the department says in its review that it's taken on, which will be deposited, I believe, this summer. And that you're saying two things at the same time then, though. You're making it sound like the F-35 remains the best plane for the world, but also that maybe we're not going to buy them. So which is it? We've already acquired 16 F-35 fighter jets. We'll be taking possession of those 16 F-35 fighter jets in the next several months, by the new year at the latest. Our Canadian pilots are going to begin flying those F-35s. We're moving towards a transition away from our F-18 fighter plane stock. We're going to begin with 16, and then we'll see where we are. Canada, vous avez dit en anglais que des 32 partenaires de l'OTAN participaient au F-35. Est-ce que c'est pas une façon de nous dire... Est-ce que c'est pas une façon de nous dire qu'au fond, l'examen, la réexamen que votre prédécesseur Bill Blair a commencé, on ne connaît pas déjà la réponse, c'est-à-dire qu'on va continuer à aller de l'avant avec le programme? Je ne suis pas au courant de ce que le ministère va nous déposer comme rapport. J'attends avec impatience actuellement ce qui va être livré d'ici quelques mois et on verra. On va lire le rapport. Avez-vous des craintes par rapport à la souveraineté avec les Américains, les attaques à la souveraineté que les Américains ont fait? Est-ce que c'est pour ça qu'on a besoin de réexaminer ce rapport-là? Non, écoute, la réalité, c'est qu'on est en train de gérer nos relations avec les États-Unis, gérer nos relations avec l'OTAN, gérer nos relations avec l'Union européenne. Le premier ministre va être en Europe d'ici quelques jours, une dizaine de jours, où il va signer une entente entre le Canada et l'Union européenne. Il va être à la réunion de l'OTAN à La Haye, à la fin du mois de juin, où on va continuer nos discussions, continuer nos négociations au niveau du pourcentage du PIB, qui devrait être évidemment attribué vers nos investissements dans le domaine de la défense. Donc tout ça, c'est en jeu. C'est une négociation qui continue. Il y a aussi la réunion du G7, où le premier ministre va clairement soulever les questions de sécurité. Ça va être discuté. Et c'est une des raisons pourquoi il y a tellement d'autres partenaires qui ont été invités pour participer au G7. Donc, ça continue. Le Canada a un rôle à jouer et on verra d'ici quelques mois. Will the department review of the F-35 contract include any kind of recommendation of whether Canada... That's not my understanding. I don't think that was not my understanding, having assumed this position about a month ago. I don't think the actual terms of reference for the department
were to provide recommendations, I think they were doing an assessment and a review objectively what has transpired thus far. So what do you need to see to continue to move forward or to reevaluate and pull out of this contract? I can't prejudge what the department's But going is to say. Canada, but just to clarify, you said we've already bought and are going to get 16 F-35s. Can you clarify, is the Canadian government open to buying no more than 16 and kind of pulling out from going forward beyond the 16? We're going to be looking at all of this. In 2011, when this began, we began in negotiation with a conglomerate of countries in order to participate in the design, in the engineering, in the standing up of a fifth-generation fighter jet, as well as deriving industrial benefits for Canada. And this is an interesting inflection point, because one of the things we announced yesterday, with a $9.3 billion investment, Minister, but it's unclear if Canada is going to be moving forward with this or Canada is not going to be moving forward with this. One of the things we're looking at is, of course, Canada's domestic defence industrial capacity. We have to be cognizant of the fact that we need to, in our view, strengthen our security and our sovereignty, and this will in part occur because we will be investing in Canadian jobs. The Canadian government cannot say that it's moving forward. Is the Coast Guard moving to DND, and will those vessels be militarized? The Coast Guard is moving technically under the rubric of the Department of National Defence. No, those vessels will not be militarized. We will, however, be retrofitting some of the existing stock. There will be other ships and boats coming in. The Coast Guard will continue to play a conservation role, an interdiction role. It will play a monitoring role. It can gather data for us and share it with both on shore and other vessels. And it can also, of course, invariably connect to our fighter jets. What new duties will it have if it's what are those new duties that it'll have if it's joining the rubric of DND? What does that it will be in a position to gather intelligence, tracking information, who's in our waters, what's happening in our coastal waters, what's happening with submarine activity. Those kinds of things will be. Will you be arming personnel? No, we will not be arming personnel. Why not? Coast Guard, because they're not a part of the military structure right now. They are going to be used to work with us as major information gatherers, and this is a very integral role that they can play. And by the way, that's the role that's played by many Coast Guard operations around the world. Les avions de chasse fabriqués au Québec, est-ce que ça se... There are already officers in the Coast Guard boats. Des avions de chasse fabriqués au Québec, M. McGuinty, est-ce que ça se pourrait, des Gripen de sable, par exemple, est-ce que ça fait encore partie de vos options, une flotte mixte et des avions qui pourraient être assemblés au Québec? Ça c'est à voir. On verra avec ce qui va venir avec le rapport, la revue qui a été effectuée, qui a presque fini, ils sont presque finis, si j'ai bien entendu, bien compris. La question de la Suède, la France, d'autres manufacturiers. J'ai rencontré les ministres de la Défense à l'automne la semaine passée, et on verra. Ce sont des discussions qui vont être effectuées, qui vont être suivies au cabinet avec le Premier ministre. On attend le rapport. In English, if you would, please. In English, listen, we have been part of the F-35 process since 2011. We've acquired 16. Our top fighter pilots are being trained. We're going to be flying Canadian-owned planes in the new year. There's a question of interoperability. There's a question of interoperability in the United States. There's a question of interoperability with all of our NATO allies. This is not inconsequential in decisions and timing and choices. So that's where we're at right now. I wanted to say to the Auditor General, thank you for your work. Thank you for your insight. Thank you for pointing out some obvious areas for improvement. We're going to act on those. Does the Canadian government support raising the 5% of GDP to the new spending level? Does the Canadian government support raising 5% of GDP as the new NATO spending? Listen, excuse me. The Canadian government right now is going to continue, as we did last week at the NATO Summit for Ministers, to negotiate and contribute to the process together, where we act consensually about percentage contributions. There is a proposal on the table, which the Prime Minister will be addressing when he gets to the Leaders' Summit, to go from 2 to 3.5%, and then there's another discussion about a 1.5%, which is a separate category. These things are being examined very carefully, and so right now we'll see where we're at. I'm not going to prejudge. Look, we can't prejudge the outcome of a 32-member
discussion I'm and just asking negotiation. what the Canadian government support is. Yesterday, the head of NATO said he expects it's going to be 5%. Donald Trump has said he expects it to be 5%. And he called Canada by name, saying we're not spending enough money. Here's the good news. Yesterday, we had 2% of GDP for spending 5 years earlier than we committed. So what we're going to do now is we're going to take that $9.3 billion and we're going to operationalize it and we're going to implement it and we're going to make improvements in our Canadian Armed Forces so that we can strengthen Canada's security and its sovereignty and at the same time generate significant industrial benefits. We are going to grow the economic pie for Canada because that's what we have to do, facing what we have in the United States. Avez-vous l'impression que si le Canada... I'll take one more question. Avez-vous l'impression que si le Canada se retire du programme des F-35, ça met en péril l'accord qu'on essaie de conclure avec l'administration Trump? Ça, c'est une question qu'il faudrait peut-être poser au premier ministre directement. C'est lui qui coordonne les relations, les négociations avec les États-Unis. Mais ça touche la question d'approvisionnement militaire, et pas seulement avec la F-35, dans d'autres domaines. Mais on est en train de revoir tout ce qu'on fait au Canada au niveau domestique, parce que c'est le moment pour le Canada. C'est le moment pour le Canada, vraiment, là, de devenir plus sécuritaire et plus souverain. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Vous allez bien? Vous êtes tous tranquilles? Quel impact ça a sur votre budget, les dépenses de 2% pour le... Ben écoutez, l'important, c'est de dire qu'on va faire notre part. On l'a toujours dit que c'était important pour le Canada d'assurer sa souveraineté, mais vous savez, on va le faire de façon intelligente aussi. On a été très clair avec l'industrie de dire que ça va être un levier économique, c'est-à-dire qu'on veut favoriser les entreprises de chez nous, favoriser les travailleurs de chez nous. Comme je l'ai dit hier, j'étais à la conférence de Montréal, je disais, chaque entreprise canadienne devrait avoir une stratégie défense maintenant. Si vous avez des produits, des services, des solutions, comme ça, vous pourriez participer parce que on sait que ça va être vrai au Canada, mais c'est vrai dans les autres pays de l'OTAN. Il y aura pendant les prochaines années des investissements importants en défense. Alors, vous pouvez prendre ces investissements-là d'une part pour assurer la souveraineté, mais comme les pays, comme nos voisins du Sud le font depuis des décennies, se servir de ces investissements comme levier économique. Moi, j'y vois derrière ça un levier économique pour s'assurer. Vous savez, au Québec, par exemple, on a des entreprises comme Bombardier, on a CAE. Je comprends, mais à moyen terme, ça veut dire couper où pour pouvoir financer ça? Les gens à la maison comprennent que dans le monde d'aujourd'hui, on devra faire des choix difficiles. Celui-là, c'est un choix nécessaire, c'est-à-dire le Canada est un membre fondateur de l'OTAN, doit faire sa part, mais en même temps, ce que je vous dis, c'est que oui, il y a des investissements à faire, mais faisons-le d'une façon à faire croître l'économie canadienne. Ça aussi, ça va nous aider. Alors, c'est pour ça que moi, je regarde ça de façon un peu plus macroéconomique en disant oui, on va faire notre part, c'est une bonne chose, on va assurer la souveraineté, mais en même temps, ça va devenir un levier économique dont on a besoin. On apprend que les F-35 vont coûter plus cher que prévu. Ça veut dire qu'on va dépenser plus que 9 milliards? J'ai à peine vu, parce que je sors du cabinet, j'ai à peine vu l'annonce qui a été faite. C'est évidemment, on va regarder ça, puis ça démontre à quel point, en matière d'investissement militaire, bien, il faut bien faire les choses, il faut s'assurer que les investissements soient bien faits et qu'on mette toutes les normes, j'allais dire, autour pour s'assurer que l'argent des contribuables soit bien investi. Merci. I just want to ask you with the privacy. Do you think it's appropriate to try and legislate your legal arguments? Canada joined with the United Kingdom, Australia, New Zealand, and Norway to announce further measures targeting extremist settler violence in the West Bank. Extremist settler violence is a threat to the safety and security of Israelis and Palestinians. It prolongs the existing conflict and it erodes the path to a two-state solution, which we see as the only path to sustainable peace and security, including for Israel. As the Prime Minister said on May 19th in the joint statement, if the ongoing expansion of settlements in the West Bank did not stop, concrete actions would be taken. That is why, together with 4 international counterparts, Australia, New Zealand, Norway, and the United Kingdom, Canada is implementing new sanctions under the Special Economic Measures Act addressing extremist settler violence. These measures are directed against individuals who directly contribute to extremist settler violence. The measures are not directed against the State of Israel itself. Canada remains unwavering in its support to the State of Israel. Canada remains steadfast in its support
for a two-state solution so that both Israelis and Palestinians can live in peace and security. Canada will continue to call for the immediate release of all hostages, a ceasefire, Hamas laying down its weapons, and the free flow of urgently needed humanitarian supplies in Gaza. Aujourd'hui, le Canada s'est joint au Royaume-Uni, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à la Norvège pour annoncer de nouvelles mesures visant la violence extrémiste de colons en Cisjordanie. Cette violence représente une menace pour la sécurité des Palestiniens et des Israéliens. Elle prolonge le conflit actuel et nuit à la solution à deux États que nous considérons comme la seule voie vers une paix et une sécurité durable, y compris pour Israël. Comme l'a dit le Premier ministre, si l'expansion des colonies en Cisjordanie ne cesse pas, des actions concrètes seront prises. C'est pourquoi, avec nos partenaires internationaux, le Canada impose de nouvelles sanctions en vertu de la loi sur les mesures économiques spéciales pour répondre à la violence extrémiste des colons. Ces mesures visent des individus qui contribuent directement à cette violence. Elles ne visent pas l'État d'Israël. Le Canada continue de soutenir fermement l'État d'Israël. Le Canada reste aussi fermement engagé envers une solution à deux États pour que les Palestiniens et Israéliens puissent vivre en paix et en sécurité aussi. Le Canada continue de demander la libération immédiate de tous les otages, un cessez-le-feu, que le Hamas dépose les armes et que l'aide humanitaire urgente puisse circuler librement vers Gaza. Are both members of Benjamin Netanyahu's government. Will you be imposing sanctions against the Israeli Prime Minister? These two individuals promoted extremist settler violence, and it has to stop. I will add, they are members of Netanyahu's government. They are not members of his party, but rather coalition partners from far-right parties. Il y a une centaine de Canadiens qui vont marcher vers Gaza dans 2 jours. Est-ce que vous mettez de la pression sur le gouvernement égyptien pour les protéger et garantir un passage safe pour eux? Leur passage et la sécurité de tous les Canadiens sont... Excusez-moi, si je pourrais finir. La sécurité, la stabilité de nos citoyens et notre population sont très, très importants pour nous. Nous surveillons la situation et nous continuons de pousser pour la libération de tous les otages, mais aussi pour la nourriture et aide humanitaire pour le Gaza. Just pour revenir sur on India, is Canada trying to normalize relations with India? As the Prime Minister has said, there is a law enforcement to law enforcement dialogue that is occurring between those two countries. In addition, as host of the G7, Canada is hosting global leaders for a global conversation about numerous issues: energy security, peace and stability, and trade routes for all members who are attending. And it is therefore important for all countries who are being invited to be at the table. But as I said, there is the law enforcement to law enforcement dialogue that is occurring between our countries, and it will continue because we will not undermine the rule of law in this country. Pouvez empêcher un nouveau GC Strategies, comme on a vu. Et expliquez-nous pourquoi, la semaine dernière, on les a interdits des contrats gouvernementaux. D'abord, il faut savoir qu'en mars 2024, mon
département, PSPC, a retiré ses autorisations de sécurité à GC Strategies, a terminé tous les contrats qu'il y avait avec GC Strategies. On a aussi mis en œuvre le Bureau de l'intégrité des fournisseurs, qui agit de manière complètement indépendante, qui fait enquête, qui regarde s'il y a matière à suspendre une autorisation de contracter avec le gouvernement. Et la décision du bureau, qui est, comme je le rappelle, indépendante, est arrivée la semaine dernière pour dire GC Strategies, compte tenu des circonstances, ne pourra plus entrer dans des contrats avec le gouvernement du Canada pour les 7 prochaines années. Donc, c'est une suspension qui les rend inéligibles pour 7 ans. Qu'est-ce qui nous empêche de revivre la même chose aujourd'hui? Est-ce que vous allez prendre des actions pour éviter qu'on en arrive là? D'abord, dans le rapport de la vérificatrice générale, il n'y a pas comme tel de recommandations, mais il y a déjà eu des rapports par le passé, comme vous le savez, ça fait quand même un moment où il y a eu des recommandations qui ont été mises en place, par exemple, de s'assurer que les règles soient très claires, qu'elles soient bien mises en œuvre par les fonctionnaires. C'est que de notre côté, ça a été justement de s'assurer que les règles soient claires, de mettre en œuvre le Bureau de l'intégrité des fournisseurs et de mieux suivre, parce qu'un des enjeux qui est mentionné par la vérificatrice générale, c'est le suivi quand un contrat est octroyé pour s'assurer que les tâches ont bel et bien été accompli, c'est que s'assurer que la documentation soit là, les objectifs soient clairs et que ça soit bien documenté. C'est que ces recommandations-là sont déjà mises en œuvre. Does there need to be confiance à l'octroi de contrat en matière d'informatique? Vous avez vu au Québec, il y a le scandale de SACLIC. Est-ce qu'on a la garantie que ça n'arrivera plus au gouvernement fédéral des GC Strategies? Bien, je pense qu'on a d'importantes mesures qui sont mises en place de vérification, d'audit, et entre autres avec le Bureau de l'intégrité des fournisseurs pour s'assurer que, oui, avec nos fournisseurs directs, mais aussi, puis dans le cas de GC Strategies, c'était aussi beaucoup des sous-traitants qui, eux, étaient engagés par GC Strategies, qu'il y ait plus de vérification, plus d'imputabilité à ce niveau-là aussi. C'est que moi, je suis confiant que les mesures qui ont été mises en place, puis en raison, entre autres, des rapports de la vérificatrice générale par le passé, permettent d'avoir un haut degré d'intégrité et que les mauvais acteurs, comme GC Strategies, soient tenus responsables de leurs gestes. Autrement dit, dans la machine. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a récupéré de l'argent auprès de GC Strategies? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont en cours? Il y a des démarches, entre autres, avec des sous-traitants. C'est des dossiers qui, à certains égards, sont judiciarisés. C'est que je ne peux pas nécessairement trop élaborer là-dessus, mais oui, il y a des efforts qui sont mis là où on a un cas raisonnable de pouvoir aller chercher de l'argent. The Auditor General also found that top public servants weren't following the procurement rules. Does there need to be more training in place to start now to retrain all of these public servants? It's already happening to make sure that the rules that are in place are followed, well understood across departments, because PSPC doesn't follow all the contracts. It goes back to the original, in this case for ArriveCan was CBSA, to make sure that in each and every department the rules are followed and that proper documentation of what's being, hoped to be achieved through a contract is being documented, achieved, and all the milestones be documented properly. So that's one of the issues she's mentioned. And when she pointed to the complexity of some of these processes, is that changing as well? Have you overhauled or will you overhaul the actual process of these procurement rules? Yes, we're working to make it more simple, and she said the rules are not the issue, it's just the understanding of the rule and that they be followed properly across departments, and that's exactly what we've been working on since the initial reports by the Auditor General with her initial recommendations to that effect. And how are you holding these public servants who are not following these rules to account? Well, on that aspect, we're really making sure that they have proper training, and that one of the issues that's been mentioned is that when a contract is given, it's not always huge contracts. It's sometimes very small contracts. The objective that is hoped to be achieved by a specific department is not necessarily clear. We want to make sure that this is clear, that the achievements are properly recorded as well. So that's one of the things that we've been working on with our department, but also across departments. And is this going to be enough? I'll just note one thing. Another thing that we've put in place that I think is helpful is the Officer of Supplier Integrity, and that office, which acts independently from the department, came out last week saying GC Strategies is ineligible for contracts with the federal government for the next 7 years. And how are you going to make sure, in going forward, that this is enough to make sure that we're not losing, the government's not losing millions of dollars again like we saw in this case? Well, I think part of it is what I've answered. We have to make sure that the rules are properly understood, applied, that there are proper checks and balances, proper transparency. These are all things we're working on so that we hold bad actors to account. And are you going to, I think someone already asked, but ask again, are you able to recuperate any of the money that was lost with the ArriveCan? There are efforts where appropriate to recoup some of that money. What are those efforts? Well, for instance, in terms of subcontractors that billed fraudulently, then we're taking actions in the courts. So, Thank you. Thank you very much.
Yeah, it's also bringing the Online Harms Act back. Is that something that's going to give a vibe? Look, we're going to look at a series of different measures to deal with the exploitation of children online, but we'll have more to say in the months ahead about Is that you behind that one or Heritage? Dérogatoire, clause dérogatoire, notwithstanding clause. Are you preparing on tabling something, or are you going to want to use what the Senate has tabled to prevent the preemptive use of the... Oh, OK, c'est pas dans le cas spécifique, mais j'ai considéré des options maintenant, mais j'ai besoin de discuter des proposals de la Sénat. C'est prématuré maintenant de faire des jugements dans le proposal, sans des conversations. But over the next a number of weeks and months, we're going to be able to have an opportunity to engage on what various proposals may come forward. But anyway, thanks very much, folks. The Online Harms Act, would that be something Heritage would bring forward again, or would that be more just if it gets revived? It's a good question. As you know, it was first introduced when I was Heritage Minister by the Heritage Department. It was then introduced by Justice during the last Parliament. We're having conversation to see what would be the most appropriate department to bring this forward. Do you think you expect to see legislation come forward before the House rises in a couple of weeks, or maybe the fall? I don't have an answer for that right now. No, okay. Thank you, sir. Thank you.